Oui, alors, on commence dans 6 minutes, mais en attendant, on a une surprise visiblement. Donc je vous Ouais. laisse présenter votre surprise. Ouais, c'est juste pour le warm-up en fait. Comme vous êtes là en avance, on va faire un petit jeu ensemble. C'est juste avant de faire la démo technique et le temps de laisser à tout le monde le temps de s'asseoir. Euh, Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles attaques en cyber. Ça paraît choquant hein, dans un salon comme le FIC, mais c'est vrai. Il n'y a pas de nouvelles attaques en cyber. Et justement, ce QCM, il est là pour le montrer. Alors, pour ceux qui me disent ransomware, on va en parler à la fin, vous inquiétez pas. Et j'ai pris quelques exemples ici. Vous avez 8 exemples. Le premier en haut à gauche, c'est la DDoS. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner dans la salle la date de la première DDoS? On le fait à main levée, on ne se complique pas la vie avec le micro. Comme ça, un ordre d'idée. L'année, ah oui, oui, c'est pas la date précise. Hein. On n'est pas à une minute près, mais en gros, l'ordre d'idée 50, on n'avait pas Internet encore. C'est un petit peu tôt. 90? Ok. Ensuite, la deuxième icône que je vous ai mis, c'est l'ingénierie sociale. Okay, le fait de manipuler un tiers pour lui faire faire ce qu'on veut. Quand est-ce que vous me donneriez un point de départ? Je parle vraiment plutôt de l'ingénierie sociale en IT, hein, parce qu'on sait très bien qu'ingénierie sociale, c'est vieux comme le monde. Mais vraiment impliqué à de l'IT, est-ce que vous avez un ordre d'idée sur la date? Attention, le gagnant remporte un de ces magnifiques stickers. Que par ailleurs, on donne aussi. 70, ok. Et les chaussettes. Ah oui, c'est vrai, on a des paires de chaussettes. Ensuite, les premières un petit peu bêtises sur la couche web. Est-ce que l'injection, cross-site scripting, tout ce genre de choses? Allez, là, on est dans le récent. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un fan des années 90, non? Ok, la suivante, c'est Man in the Middle. Man in the Middle, donc interception de paquets sur un réseau, en l'occurrence local, ok? Interception de paquets sur un réseau local, la première fois, 90? 90? Quelqu'un d'autre? Non, combien? C'est la mer Noire. 2000. Ok. Le suivant, c'est un papier qui est légendaire dans notre milieu de la cybersécurité. Ça s'appelle Smashing the Stack for Fun and Profit. C'est la première fois qu'on a eu des buffer overflow. Donc le fait d'arrêter un processus, de prendre son espace en mémoire et de lui faire faire quelque chose à la place. C'est pas loin, c'est pas loin. Le suivant, phishing. Okay, quand est-ce qu'on repère les premières traces de phishing dans l'industrie, de façon un peu industrielle? C'est pas un hasard. On n'est pas sur du enlarge your penis, on est sur un truc un peu plus ciblé. Ok? Non, je sais ce que vous allez me dire. Ça compte plus. Ok? Ensuite, le suivant, c'est faites-vous les dates dans la tête. Hein. On va corriger après. Devinez les mots de passe. Du brute forcing du mot de passe qu'on appelle ça. Ok? Et enfin, le ransomware. Allez, on y va. 74, la première DDoS. Je pense que c'est vous qui êtes le plus proche. La suivante, c'est l'ingénierie sociale, la manipulation 1990. Kevin Mitnick, félicitations. Kevin Mitnick, donc, qui a utilisé son savoir-faire en ingénierie sociale pour récupérer les plans des PABX qui servaient le backbone télécom de la côte ouest des États-Unis, qui a été personne la plus recherchée au monde par les Américains pour avoir pris le contrôle d'absolument tous les téléphones de la côte ouest. Et en fait, il avait récupéré les plans chez un ingénieur d'AT&T qui pensait que son invention n'avait jamais été utilisée. 2 minutes. 90. Et oui, bravo. Pour les premières injections SQL et cross-site scripting, félicitations. Man in the Middle, 94. Sauriez-vous me dire qui a fait la première Man in the Middle? Bonus track. Kevin Mitnick, c'était facile, c'est lui aussi. Quand il était recherché par Shimomura a halluciné que sa sonne contienne des données. Et il était impossible qu'elles aient été récupérées autrement qu'en écoutant le réseau. Il en a déduit que ça avait été écouté sur le réseau. Et c'est bien Kevin Mitnick aussi qui a inventé le Man in the Middle. Aleph1, Smashing the Stack for Fun and Profit 96, le premier phishing 96, on est toujours des années 90, félicitations. La première brute force en 97 et le premier ransomware en 2005. La différence étant que le ransomware, comme chacun sait, n'est pas une attaque informatique. Bravo monsieur, c'est une méthode de monétisation. On ne rentre pas dans un réseau avec un ransomware. On monétise la dette technique que vous avez acquis pendant des années avec amour, au plus fort prix avec un ransomware. Mais on rentre avec autre chose avant. C'est ce dont on va parler maintenant.
Merci pour ce warm-up, ce petit quiz qui nous a fait patienter. Donc, on va pouvoir commencer maintenant la présentation. Donc, c'est la société CrowdSec, représentée par Philippe Humeau et Lucas Chérifi, qui vont présenter CrowdSec, la plateforme d'automatisation de la sécurité gratuite et open source. C'est à vous, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors voilà pour le warm-up. On va parler de choses sérieuses maintenant. On va vous parler du plan en général. Et après, on va rentrer dans comment ça fonctionne. Je fais vite sur le plan en général parce que je sais que vous êtes plutôt venus voir comment ça fonctionne. Juste pour ordre d'idée, le plan, c'est quoi? On fait un logiciel open source développé par des DevSecOps experts, anciens pentesters. Ça, on a tous 10 à 20 ans d'industrie. On en a vu un paquet. Et donc, on édite un IPS genre fail to ban, capable de détecter tout un tas de choses, beaucoup plus évolué. On va le voir après. Ce software, il bloque des attaques et il partage les IP qui ont lancé ces attaques au sein d'un réseau, le réseau d'utilisateurs, un Waze de la cybersécurité. Donc, du coup, ce software, son output, c'est de créer un réseau et de bénéficier aux utilisateurs de ce réseau, ok? Gratuitement. On n'est même pas là pour vous vendre quelque chose. Même les chaussettes, elles sont gratuites. Ensuite, le byproduct de ce réseau, c'est de récupérer des signaux. Si vous participez au réseau, ces signaux, vous les avez gratuitement. Si vous voulez récupérer ces signaux, mais que vous ne participez pas au réseau, il faut payer. Normal. Donc, on crée une cartographie temps réel de toutes les IP contrôlées par des cybercriminels à un instant donné sur Internet. OK? Venez, il y a encore plein de place à l'avant là. Et à la fin, eh ben, on monétise ces signaux pour ceux qui ne participent pas à l'acquisition de ces signaux. Est-ce que ça vous paraît clair déjà jusque-là? Ouais, ça marche. Donc, comment ça fonctionne pour qu'on puisse faire une démo après que ce soit plus parlant? On acquiert du log, n'importe quel style de log. Ça peut être du log centralisé, Kafka, ELK, Elastic, ça. Ça peut être du log online, du CloudTrail ou autre. Ça peut être du Splunk, du SIEM ou du log centralisé à l'ancienne, journal D, syslog D, etc. Peu importe votre forme de log, all your logs belong to us. Ensuite, on applique des scénarios. On en a à peu près une cinquantaine différentes, mais si vous créez le vôtre, c'est quelques lignes de configuration en YAML. Je pense que la plupart d'entre nous sont capables de le faire. Et donc, du coup, ça peut être des scénarios qu'on a déjà fait chez CrowdSec. Par exemple, credit card stuffing, ransomware lateral move, port scan, web scan, credential brute force. Bref, il y en a 50. Je vais tous les citer. Ça peut être un scénario que vous écrivez vous. Pardon. Ou ça peut être un scénario qui a été édité par la communauté. Il y en a déjà plein qui existent sur un hub, vous pouvez charger ce que vous voulez. Une fois que vous avez détecté ce comportement anormal que vous voulez bloquer, vous allez le bloquer avec un deuxième composant qu'on appelle l'IPS, ou bouncer. C'est le petit lama avec l'oreillette. Ce lama, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser la rémédiation qui vous paraît bonne dans le contexte où vous êtes. Alors ça peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous faites tourner des fermes de serveurs de mail. Bloquer une bonne partie d'Internet, c'est votre quotidien depuis 20 ans. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, c'est pas grave. D'accord? Donc, ça bave un peu, c'est pas grave, on a bloqué des ranges d'IP, on est tranquille. Vous êtes un e-commerçant, bloquer une IP, ça vous empêche de dormir parce que vous faites des paniers moyens à 30 €, mais ce jour-là, vous êtes sûr que l'IP qui a été bloqué, c'était le panier à 1 million d'euros. C'est pas de chance. Alors évidemment, c'est un fantasme, mais en pratique, on ne va pas bloquer des IP sur un site de e-commerce, ça fait trop flipper. On va envoyer un captcha. Et si on veut, on va juste exécuter un script à soi, où on va passer l'info à un desk de SecOps ou de SOC, où on va faire une MFA, etc. En gros, il y a une vingtaine de rémédiations possibles à ce jour. Vous utilisez celle qui vous va bien, dans le contexte où vous êtes. Et à la fin, on partage. On partage quoi? On va partager les signaux de ces agressions dont vous avez été victime. Bon, on a des temps que vous êtes agressé sur du credential brute force. Et que votre voisin aussi, et que la personne là-bas aussi. Si vous êtes très nombreux, 150 en l'occurrence en ce moment, à nous remonter que vous êtes agressé par l'IP A, B, C, D en credential brute force, eh ben c'est plus un comportement qu'elle a A, B, C, D. C'est une réputation. En gros, si à l'entrée d'une boîte de nuit tous les soirs, si à l'entrée d'une boîte de nuit j'arrive bourré, on va me dire ça, c'est un mauvais comportement. Si j'arrive tous les soirs à l'entrée des boîtes de nuit bourrées, ben lui c'est comme un sacré alcoolique. Et ça, c'est une réputation. Donc en gros, un comportement répétitif, comme dans la vraie vie, devient une réputation. Ce qui fait que votre IPS, et je vais en arrêter là pour la description un peu philosophique du truc, mais l'IPS, il vous protège à la fois contre du comportement tel que vu dans vos logs,
et contre de la réputation telle que vue à l'échelle de notre réseau. Tout le monde est là jusque-là? Allez, on y va. Bon, évidemment, je vous fais pas l'injure, mais c'est totalement automatisé. Hein. C'est pas comme Waze où vous cliquez, il y a un problème sur la route. Hein. On est d'accord. Alright. Donc il y a une cinquantaine d'attaques qui sont déjà détectées. Ça peut être des vraies attaques ou ça peut être des trucs qui sont juste chiants. Je vous donne un exemple. Le bot scalping, c'est pas quelque chose où vous pouvez passer en procès. Hein. Je veux dire, vous achetez les PlayStation 5 qui sont en shortage sur Walmart avec un bot et vous les revendez immédiatement pour un profit sur eBay. Personne ne va vous attaquer en justice. Vous n'êtes pas en train de faire un truc illégal, mais ça pourrit Walmart, ça pourrit Sony, ça pourrit le client final de Sony et Walmart. Et le seul qui est content, c'est celui qui a fait un billet entre les deux. Donc du coup, c'est un comportement que vous ne souhaitez pas en tant que commerçant. Ce que je veux dire, c'est que c'est du comportemental. Ça n'a pas forcément à être une attaque en soi. Et avec ces comportements qu'on voit un peu partout dans le monde, on construit quoi? Une cartographie globale de la réputation de ces adresses IP, dans le but de taper là où ça fait mal. De quoi ils ont besoin, nos chers amis cybercriminels? D'IP pour cacher leurs traces et pour scaler leurs opérations. Quand on regarde les Quantileaks, je suis sûr que vous y êtes tous intéressés, moi ça m'a passionné, c'était ma lecture de l'hiver, enfin du printemps. On voit qu'ils queen pour une raison, c'est qu'ils ne peuvent pas scaler leurs ops parce qu'ils n'ont pas assez d'IP. Et ben ça tombe bien, c'est ça dont on s'occupe exactement. On pourrit leur range d'IP. Dès qu'on détecte une IP utilisée de façon illégale, on la blocklist à travers la communauté. Ces signaux, et ben on va les utiliser. C'est gratuit, c'est open source, donc je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Lucas non plus. Vous pouvez regarder dedans, hein, c'est pas un SolarWind, il n'y a pas un truc caché qui va vous péter la tête plus tard. Et on monétise pour ceux qui ne participent pas. Ça paraît relativement fair. Pardon. Bon, c'est l'heure de la démo. Hein. C'est l'heure de la démo. On va espérer qu'on ait assez de bandes passantes, mais ça a l'air. Donc, vous avez un site où vous allez pouvoir aller, qui est très documenté. C'est un projet sérieux, on a beaucoup de docs. Vous allez pouvoir ajouter là le repo Debian. On a pris Debian, mais il y a 800 packages. Hein. Il y en a pour Windows, BSD, il y en a pour tous les goûts et tous les processeurs. Et vous allez installer l'agent. apt install CrowdSec parce qu'on est sur une Debian. Je vous passe l'injure de vous le faire sur toutes les distros, mais bon, il y a toujours un système de package. Okay, il n'y a que macOS qu'on n'a pas encore couvert. Et au moment de l'install, ce qu'on voit là, c'est qu'il a détecté qu'il y avait des logs de Nginx, des logs de Linux, des logs de SSH. Donc il a détecté automatiquement les logs qui sont présents sur votre machine. Évidemment, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vous pouvez ajouter des sources de logs. Comme c'est un site web, on va faire un petit Nikto. Et qu'est-ce qu'on va voir très très vite? C'est un scan de vulnérabilité web. Et bien très très vite, il s'est fait capter par CrowdSec comme ayant une activité un petit peu agressive. Et donc, il va se faire bloquer. Ouais, coupe ton micro peut-être quand on ne l'utilise pas. Tu as peut-être un mute. Donc, on va regarder et CrowdSec a pris une décision contre cette IP. On voit là la 213 44 63 11 parce que elle a été agressive contre nous. Faire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr que vous avez tous suivi, pour l'instant, il ne va rien se passer. Parce qu'on n'a fait que détecter, parce que CrowdSec est séparé en deux composants, celui qui détecte et celui qui bloque. Parce que plus personne n'a d'infrastructure monolithique de nos jours, ou alors, c'est que vous avez un sacré legacy. Donc, on va prendre un bouncer, un bloqueur, quelque chose qui va faire le ménage, et en l'occurrence, puisque c'est un site web, on va prendre le bouncer Nginx, logique. Et ce bouncer, on va l'installer, il va juste faire un petit bout de l'UA script, ce qui fait que maintenant, je suis mal positionné, messieurs, à la régie ou... Non? OK. Donc, on va regarder, la décision est toujours là. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il y a quelqu'un qui nous a scanné dans l'intervalle, d'ailleurs. C'est un hasard. Et on a été bloqué. On a pris un 403, je crois, je ne sais plus, suite au fait qu'on a installé un bouncer. Donc, on a été détecté, on est dans la liste, on a un bouncer, on ne peut plus se connecter, évidemment. Hop. Maintenant, on a aussi dans notre kernel.log des scans de ports. On log les paquets qui ont tapé des ports fermés sur le drop, un log drop, quoi. Bon, ça tombe bien, il y a dans CrowdSec, dans le hub que vous voyez là, un scénario qui gère les scans de ports. Donc on va l'installer. Très compliqué, hein. On est vraiment sur de l'install un peu, faute du niveau, quoi. Généralement, ça se fait en 2 lignes, souvent en une seule ligne. Et c'est que du copier-coller. Et si on fait un nmap, on va voir que la machine en question a été détectée comme en faisant un IP table scan multiport.
donc du port scan. Okay. Et elle est de nouveau pour l'ensemble de son œuvre dans notre bloc list. Et si on essaie d'accéder au serveur web qu'il y a derrière, vu qu'on a installé le bouncer ce coup-ci, évidemment, on n'y arrive plus. Alors, je ne sais plus si c'est... ah oui. Là, c'est l'illustration d'utiliser un autre type de bouncer. On n'est pas obligé de bloquer, en fait. Ça peut être assez rude. On va peut-être envoyer un CAPTCHA ce coup-ci. Et donc là, je vais dire à mon CrowdSec, finalement, ma remédiation sur celui-là, c'est un CAPTCHA. Ton IP, elle est douteuse. Remplis un CAPTCHA. Tout simplement. C'est-à-dire que si je suis dans le cas du e-commerce qui ne veut pas perdre son panier à 1 million d'euros, je vais plutôt envoyer un CAPTCHA que d'envoyer un ban. Encore une fois, chacun sa sauce. Et pour finir, on va montrer un peu toutes les alertes qu'on a eues là sur cette machine. Donc c'est une machine qui tournait gentiment dans son coin. Et ah, c'est pour toi ça? C'est la console? Ouais. Alors on va relier, ça va faire un enchaînement super avec la démo de Lucas. On va relier notre instance ou nos instances dans la console en ligne, puisque CrowdSec offre aussi une console en ligne qui est aussi gratuite. Qui va vous permettre de voir ce qui se passe sur vos instances. Alors je ne spoil pas puisque c'est la démo que va faire Lucas. Hop, donc je passe, excusez-moi. Je crois que la dernière partie de ma démo à moi... je me souviens plus de cette partie. Ah oui, non, ça c'est aussi toi qui vas la faire. Ouais, et console. on va le faire maintenant. Allez, à toi. Ouais. Ok, merci Philippe. Donc ouais, on a vu la partie IPS et IDS, et moi je m'occupe de la console et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut apporter. Alors, il faut que je trouve ma console, voilà. J'ai créé un compte directement sur la console, donc c'est facile, un email, un mot de passe, on ne demande pas grand-chose d'autre, c'est gratuit. La première chose que vous pouvez faire, c'est donc enrôler votre instance dans la console. Pour ça, je vais me connecter sur un de mes serveurs. Je vais en prendre un autre avec un peu plus de signaux, celui de mon collègue Hamza. Et ici, je vais taper cette commande, donc overwrite, ça c'est parce que je l'ai déjà enrôlé, name, Hamza. Voilà, je vais même rajouter des tags, pourquoi pas. Pas l'habitude de taper à une main. Non, c'est bon, t'inquiète. Hop. Eh ben non, c'est pas bon. Moins name, voilà. C'est mieux. Bon, j'ai pas mis les tags. Donc là, je me suis authentifié, entre guillemets, auprès de la console. Donc là, on est en temps réel. Je valide dans la console et je vais pouvoir, du coup, récupérer l'historique des signaux émis par cette instance. Donc, ça met un certain temps, c'est une base de données froide, la partie signaux. Donc, en attendant, je vais enrôler, pourquoi pas, un autre bouncer pour vous montrer que on peut en enrôler, enfin une autre instance, pardon, pour vous montrer qu'on peut en enrôler autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite là-dessus. Overwrite, name, LCH. Voilà. Ok, je reload. Voilà. J'ai enrôlé. On voit que j'ai 83 alertes sur l'instance, un VPS de test d'un collègue. Et ici, on va pouvoir avoir un affichage. Oh, blue screen. Qu'est-ce que j'ai fait? Démo effect. C'est pas grave, j'ai un deuxième compte. Voilà. Je leur avais dit de ne pas faire de mise en prod. Non, je rigole. Donc ici, on va retrouver... ça, c'est un compte avec des honeypots qu'on a déployés il y a quelques mois. Donc on a 14 honeypots actifs. Et là, on va retrouver en fait l'ensemble des IP qu'on a attaqués de façon... Enfin, peu importe le honeypot attaqué, on va retrouver les IP les plus virulentes. Donc par exemple, celle-ci, si on va regarder un petit peu plus en détail, cette IP-là, on voit qu'elle a attaqué 12 de nos 14 machines, qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Hein. Donc c'est vraiment une IP très virulente. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond d'Internet.
ça, c'est typiquement une IP qui sera bloquée par la communauté de CrowdSec. Si on veut plus d'informations sur cette IP, on va pouvoir afficher sa fiche de CTI, puisque on va pouvoir voir que cette IP-là, elle a été remontée il y a seulement 2 jours, et elle est très, très, très virulente, puisqu'elle a attaqué énormément de nos honeypots. Soit elle connaît nos honeypots, soit voilà. Après, on en a plein, on les fait tourner. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Vous pouvez exporter à n'importe quel moment les alertes. Donc tout ça, c'est des choses, encore une fois, gratuites. Donc on a des plans premium. Tu veux en parler? Non, mais en fait, je voulais vous dire aussi que ce que vous voyez là, alors il y a 2 aspects dans ce que vous montre Lucas. C'est que d'un côté, vous voyez ce qui s'est adressé à vos machines, et dans la CTI, vous voyez ce qui est vu à l'échelle de tout notre réseau. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que ce que vous voyez là en console, vous pouvez évidemment l'avoir en API. C'est-à-dire que si vous voulez faire parler ça à vos systèmes internes de SIEM, par exemple, déjà existants, ou avec un Sequoia ou quoi que ce soit, vous pouvez interroger ces IP on the fly en disant « CrowdSec, qu'est-ce que tu sais de telle IP ?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 data lakes. J'aurais peut-être dû aussi en parler de ça. Le premier data lake, c'est toutes les violations faites dans notre réseau sans discrimination. Donc je peux me dire, par exemple, l'IP de Lucas m'a attaqué, que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. C'est dans un data lake qui s'appelle Smoke, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le premier data lake s'appelle Smoke et il contient 2,7, 2,8 millions d'IP en ce moment. Le réseau global de CrowdSec, c'est à peu près 50 000 installs. On ne sait pas combien ça fait de machines, mais plus. Et donc, on a à peu près 2,7 millions, 2,8 millions qui sont remontés dans Smoke. Et ensuite, on a une filtration qui fait que dans Smoke à Fire, la base où on fait une blocklist communautaire, il y a à peu près 1%. C'est 1%, c'est la continuité, c'est un filtrage qui est effectué en fonction du trust rank. On ne fait pas confiance tout de suite, on fait confiance qu'au bout de 6 mois, et que si vous avez fait des reporting accurate pendant au moins 6 mois. Et cette blocklist, elle va distribuer à toutes les machines qui participent au réseau CrowdSec. Donc, vous pouvez interroger le data lake Smoke en API, vous pouvez interroger le data lake Fire en API. Sur les plans gratuits, vous avez à peu près une 50aine de requêtes API. Sur les plans pro, de l'ordre de 500. Et dans ce que vous voyez là, même avec un compte complètement gratuit, une instance gratuite et d'open source, vous avez déjà tous ces éléments-là à votre disposition. C'est bien pour protéger vos machines à la maison, faire un POC gratuitement, etc. Si vous voulez passer à une échelle plus industrielle, vous pouvez intégrer un plan professionnel qui est aux alentours de $199 par mois. Et là, vous allez avoir 500 requêtes API. On ne va pas garder vos signaux sur une semaine, mais sur un mois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a multi-site, multi-tenancy, organisation, etc., etc., etc. Et puis pour les plans enterprise, alors là, vous définissez le nombre de requêtes que vous voulez faire par jour. Vous pouvez intégrer ça, par exemple, pour dresser vos IA, apprendre un certain nombre de choses. Vous pouvez utiliser ça pour revendre nos signaux si vous le souhaitez au travers de vos CTI ou les utiliser en interne, etc., etc. Donc le produit est né de cette collaboration entre plusieurs DevSecOps en cybersécurité et a été validé par l'ANSSI au sein du grand défi cybersécurité. Donc on est ANSSI BPI. L'ANSSI d'ailleurs l'utilise en interne. Voilà, et peut-être qu'on va prendre des questions, surtout parce qu'on a beaucoup parlé, ou peut-être même pas tant que ça, on est un peu en avance. On va surtout prendre des questions, je pense. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui. Ouais. Merci. Comment vous gérez les IP de chercheurs ou enfin des IP qui ont fait des attaques mais qui étaient censés les faire parce que c'est les IP de Red Team ou autre chose comme ça? J'ai pas entendu, faut que vous... Oui, vous m'entendez là? Oui. Comment vous gérez les IP de Pentester ou de Red Team pour pas qu'elles soient après blacklistées Alors, il y a 2 solutions là-dessus, très bonne question. La première solution, c'est de se déclarer à nous directement. Donc on fera le check pour vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être et on va vous intégrer dans une liste à part en disant à nos clients, ça c'est des IP qu'on connaît. Donc si vous êtes OK avec, vous les whitelister. La deuxième chose, c'est que le client par lui-même peut whitelister des tranches d'IP. En fait, il y a un process d'enrichissement et de post-traitement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, mes pentesters, ou des fois, par exemple, dans le cadre du e-commerce, on va avoir des IP qui sont là pour warm up le cache et faire des queries pour régénérer le cache. Mais les IP, elles font plein de 404, parce qu'il y a des vieilles pages qui sont appelées qui n'existent plus. CrowdSec, naturellement, pourrait prendre ça pour une agression, mais si vous la mettez dans la whitelist parce que c'est un de vos providers que vous connaissez, pas de problème, elle sera ignorée. De la même façon, vous pouvez enregistrer dans les blocklists ou dans les whitelists d'autres sources que vous avez. C'est-à-dire que vous avez d'autres sources par vous-même, vous pouvez les ajouter dans le process de traitement de CrowdSec comme une source d'information supplémentaire.
Et c'est d'ailleurs marrant parce qu'on a des gens de chez Ledger, pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart de la foule ici connaît, les petits cold wallets en cryptocurrency. Ils ont des listes d'IP qui sont agressives contre la blockchain. Et ils nous ont dit, ouais, nous on veut les donner à la communauté. Sequoia, qui sont sur le salon, Georges nous a dit, nous on veut bien vous donner les IP qui sont connus pour faire partie de certains groupes connus. Et bien tous ceux qui nous donnent des IP chez CrowdSec, on les redonne à notre communauté. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner en tant qu'utilisateur au feed de Ledger, au feed de Sequoia, etc. Et voir à des feeds pro, c'est-à-dire des feeds payants, qu'on nous revendra pour le compte du tiers s'il est d'accord pour qu'on les revende et qu'on a un accord corporate ensemble. Avant que j'oublie, sinon je vais me faire tuer par Daria, on est au stand C5, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a des cool flyers, des cool stickers, des chaussettes et un produit qui déchire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a un apéro à quelle heure? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Il y aura de la bière. Il y a à manger. Alors, il y a la personne qui a levé. Bonjour, merci pour la présentation. Comment vous garantissez la confidentialité des logs qui vous sont envoyés? Eh bien, en les récupérant pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout est traité en local et on n'exporte jamais vos logs. Donc ça veut dire que la seule chose qui sort de votre SI, c'est le timestamp de l'agression, l'IP qui a été agressive et le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Votre IP, bon, on la reçoit parce qu'on reçoit un paquet de vous, mais on ne la garde pas. Et on a fait du deal et on a un DPO qui est notre avocat par ailleurs, Big Up François, qui s'occupait de faire tout ça clean. Donc on est RGPD compliant. Et au bout, on fait de la dégradation élégante au bout de 6 mois. On va blurrer l'IP dans un range d'IP et le timestamp dans un timestamp plus large de 1 heure, entre midi et 1 heure de l'après-midi, par exemple. Ce qui fait que ça ne devient plus une donnée personnelle parce qu'elle a été suffisamment anonymisée pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. Mais nous, elle nous permet toujours de faire notre travail. Donc, en réponse à votre question, on n'exporte pas vos logs. D'accord, donc c'est l'agent qui fait ce travail, si j'ai bien compris. L'agent au niveau des machines. Je suis désolé, j'ai pas entendu. C'est l'agent au niveau des machines qui fait ce travail? Ok, j'avais une seconde question, elle va me revenir. L'agent, c'est lui qui réalise le blocage également quand vous passez dans la blocklist? Alors non, pardon. Est-ce que l'agent, c'est lui qui réalise le blocage? Non. En fait, on a décoré les deux composants, donc l'IDS, Intrusion Detection System, et l'IPS, Intrusion Prevention System. L'agent est codé en Golang. Vous pouvez l'utiliser, c'est super lightweight, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Il y a même des gens qui l'utilisent juste dans un Docker à part et qui pipe leur log vers l'agent. C'est complètement sideways, ça ne fait pas de SPOF dans votre système, ça ne va pas bloquer quoi que ce soit. Si ça meurt dans son coin et ça ne meurt pas normalement. Et c'est déployable en cloud où vous voulez. Et l'IPS, c'est un parmi une banque d'une vingtaine. Vous pouvez même créer le vôtre si vous voulez ou juste exécuter votre script. C'est comme vous voulez, à l'endroit où vous voulez, de la façon dont vous voulez. Si vous voulez traiter en couche basse, genre niveau 3, firewall, load balancer, très bien. Si vous voulez avoir un contexte de session niveau 4, reverse proxy, très bien. Si vous voulez du layer 7, dans une stack Magento, WordPress ou dans du PHP, très bien aussi, pas de problème. C'est vraiment la réponse que vous voulez comme vous voulez. C'est pour ça qu'on a décorrélé les deux composants. Parce qu'on ne veut pas avoir un one size fit all en fait. On veut que vous puissiez utiliser CrowdSec avec un agent, plein d'IPS, plein d'agents, un IPS, plein d'agents, plein d'IPS. C'est très décorrélé. Et il y a une API locale qui fait discuter l'agent et l'IPS. Et il y a une API globale qui fait discuter l'IPS et notre réseau global qui fait retomber la réputation chez vous. Et tout ça est documenté, donc vous pouvez interfacer les API comme vous voulez en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, est-ce que d'autres questions? Et bien dans ce cas-là, merci à tous. On vous donne, et à toutes surtout, rendez-vous au stand C5 pour une bonne discussion, une paire de chaussettes ou une petite bière. Bonne journée.